Et en effet, aujourd'hui, André Berkoff est en face à face avec Bernard Lugan, qui est historien, professeur d'université, expert au tribunal pénal international pour le Rwanda et auteur de ce livre pour répondre aux décoloniaux, aux islamo-gauchistes et aux terroristes de la repentance, ici dans sa propre édition, l'édition de l'Afrique réelle. Voilà, et on va dire comment se procurer le livre, parce que c'est un livre que je vous conseille vraiment de regarder. Et il faut rappeler quand même qu'il est aussi il fut professeur à l'école militaire de Saint-Cyr-Coët-Quidan et à l'école de guerre. Et il est expert, comme vous dites, auprès du tribunal de l'ONU, tribunal international de l'ONU. Et puis surtout, il a écrit une trentaine de livres, notamment sur l'Afrique, vraiment qu'il connaît très bien. Et il en parle justement dans ce livre par rapport à tous ceux qui disent, vous savez, c'est toujours pareil, c'est l'homme blanc, le seul qui a été massacreur, oppresseur, raciste, etc. Et tous les autres, j'allais dire blanc comme neige, mais en fait, c'est évidemment beaucoup plus compliqué que ça, et tout racisme est à condamner. Alors, Bernard Lugan, vous dites justement, pour répondre aux décoloniaux, islamo-gauchistes, terroristes de la repentance, vous avez vu ce qui s'est passé récemment à l'UNEF, où vous en parlez dans votre livre, et je voudrais que vous recitiez quelques citations d'une des patronnes de l'UNEF, Afsia, je crois qu'elle s'appelle, oui. Afsia, voilà, qui a eu des phrases assez formidables dans les récents mois. Une phrase extraordinaire d'Afsa Askia, vice-présidente de l'UNEF, qui nous dit, le 15 avril 2019, donc jour de l'incendie de Notre-Dame, je cite, « Je m'en fiche de Notre-Dame de Paris, car je m'en fiche de l'histoire de France. Voilà, on s'en balèque. » Vous voyez ce qu'on s'en balèque. On l'a compris. Objectivement, c'est votre délire de petit blanc. Donc, Notre-Dame de Paris, c'est le délire de Petit Blanc. Alors, vice-présidente de l'UNEF. Oui, est-ce que ce n'est pas la même qui a dit, dites-moi, il faudrait gazer tous les blancs, cette sous-race? C'est la même. Oui, c'est la même. Et alors, ce qui est étonnant, c'est que les ligues antiracistes, qui sont d'habitude si promptes à poursuivre le moindre dérapage ou le moindre sous-entendu d'un journaliste de droite ou d'un écrivain de droite, se sont montrées excessivement silencieuses dans cette affaire. Y compris la LICRA ? Écoutez, moi, l'affaire de l'ICRA, quand j'entends parler de l'ICRA, je suis un peu comme sur le bord de l'Oued, je suis assis et je vois passer les cadavres de mes ennemis. Parce qu'ancien professeur à Lyon 3, nous avons été persécutés par la LICRA à Lyon 3, à l'époque où la LICRA cherchait véritablement à attaquer tout ce qui était un peu à droite, alors qu'aujourd'hui, le boomerang lui revienne dans les dents. Eh bien, écoutez, moi je dis champagne. Champagne parce que, comme on dit, un autre proverbe que je cite beaucoup, à force de pisser contre le sirocco, on finit par se mouiller les babouches. Et là, c'est exactement ce qui est arrivé avec la LICRA. Alors, dites-moi, cette espèce de surenchère, justement, parce qu'on a aussi cité le très bon interview de Sonia Mabrouk de Mélanie Luce, la présidente de l'UNEF, qui était remarquable. Et qui dit, voilà... comment on est arrivé là, justement, allez, les séminaires interdits à tel ou tel, aux blancs, ou aux hommes, ou à ceci, ou à cela. C'est-à-dire presque... Allez, j'y vais un peu fort, le Ku Klux Klan l'a rêvé, l'UNEF l'a fait. L'Afrique du Sud, l'apartheid, on fait quoi, là? Qu'est-ce qui se passe? Tout simplement parce que... Je l'explique dans mon livre, parce qu'il y a deux approches de l'analyse du phénomène. Ou bien une approche immédiatement contemporaine, on cite les faits, mais on ne voit pas très bien quelle est la genèse, ou bien l'approche qui était la mienne, qui est l'approche historique, où j'ai débride la plaie. L'origine remonte à mai 68, et au lendemain de mai 68, quand petit à petit, les structures universitaires ont été délitées, quand la gauche a pris vraiment le magistère sur l'ensemble de l'enseignement supérieur, sauf certaines facultés de droit, et sauf la médecine, bien sûr, parce qu'il y a des concours. Mais moi, je parle des sciences humaines. J'ai été professeur d'université pendant 30 ans, donc je connais bien. J'étais en plus membre du CNU, le Conseil national des universités, les recrutements. Je puis vous affirmer que les recrutements étaient politiques. Et que c'était en permanence une négociation entre le syndicat SGEN et les autres syndicats de gauche, et SNESUP, et c'était de la négociation. Politique. Les carrières universitaires, certes, il fallait avoir des diplômes, mais il fallait surtout être de gauche. Et si vous n'étiez pas de gauche, vous n'aviez aucune chance d'avoir une carrière universitaire. Moi, j'ai eu des chances inouïes. Moi, j'ai pu passer, pourquoi? Parce que j'étais en Afrique en coopération et que j'ai été titularisé par le corps extérieur. Autrement, je n'aurais jamais été titularisé. On va continuer à en parler, c'est très important de rappeler effectivement les racines de tout cela avec Bernard Lugan. À tout de suite.
Et il n'est pas inutile, il ne messied pas que les Français écrivent aux Français de temps en temps pour leur rappeler un certain nombre de choses. En tout cas, très pamphlétaire, effectivement, et mais il a l'habitude, Bernard Lugan, qui va lui attirer un certain nombre d'attaques en flammes, mais lui aussi n'hésite pas à utiliser le bazooka quand nécessaire pour répondre aux décoloniaux, aux islamo-gauchistes et aux terroristes de la repentance. Livre auto-édité, mais qu'on peut évidemment se procurer chez Bernard Lugan. On vous donnera l'adresse et le site. Alors Bernard Lugan, en fait, allons plus loin. Vous avez parlé effectivement de la montée chez les universitaires, comment effectivement... et vous parlez d'endogamie, comment ça? Alors, exemple très simple. L'histoire de l'Afrique en France est un mouvement totalement endogame. Car le recrutement se fait par les copains, par les petits copains, et uniquement dans certaines écuries. Par exemple, cette écurie qui va nous expliquer que les ethnies sont des créations coloniales. Alors, si vous dites que les ethnies ne sont pas des créations coloniales, vous n'avez aucune chance de faire carrière à l'université. Vous avez l'école qui va vous dire que la colonisation est véritablement quelque chose d'épouvantable. Alors, pendant 30 ans, ces professeurs, alors citons-les, les grands noms de l'africanisme français, Kokri-Vidrovitch, qui va décrire l'africanisation, la colonisation comme un acharnement pathologique des Blancs contre les Africains. Vous avez Jean-Pierre Chrétien ou Jean-Louis Hamsel qui vont nous dire que les ethnies ont été créées ou amplifiées ou codifiées par la colonisation. Alors je dis souvent... Et oui, en réalité, alors la réalité, mais vous avez 1500 à 1800 ethnies en Afrique. Il y en a 4 ou 5 qui, effectivement, ont eu des acronymes qui ont été créés par la colonisation par mesure administrative pour regrouper quelques petits groupes très épars, mais les autres ethnies existaient bien sûr avant la colonisation. Et je dirais même, c'est beaucoup plus grave, dire que les ethnies n'existaient pas est un mépris pour les Africains. Ça veut dire que avant... Les ethnies ont quoi, des siècles de... oui, elles ont, certaines ont des siècles, d'autres ont plusieurs générations. D'accord. Quand la colonisation se fait, les ethnies existent. Et nier l'existence des ethnies, c'est une insulte à l'Afrique. Ça veut dire que les Africains étaient une masse indifférenciée qui ont attendu des colonisateurs européens jusqu'à l'existence de leur propre identité. Oui, c'est un mépris profond de l'Afrique. C'est un mépris qui frôle le racisme. C'est un mépris profond. Alors moi qui suis un ethno-différentialiste et un ethnologue, qui voit le réel, qui travaille avec... Mes 2 thèses est portée sur les ethnies africaines, je dis mais c'est de la folie. Alors quand pendant des décennies, vous avez ces enseignants qui expliquent aux jeunes Africains que les ethnies n'existaient pas et que s'ils disent qu'ils appartiennent aux Bambara, aux Baoulés ou autres, c'est qu'ils sont mal décolonisés. Si en même temps, vous leur dites... Vous avez énormément souffert. La colonisation vous a brimé. La colonisation vous a massacré. La colonisation vous a génocidé. Eh bien, vous avez le courant décolonial. Le courant décolonial qui va résulter directement de cette immense responsabilité des africanistes français et des sciences humaines. Et je parle des africanistes qui sont acharnés sur la victimisation. Ah, complètement. Je suis très bien placé pour le dire parce que j'étais le seul africaniste dissident au sein de l'université française. D'ailleurs, heureusement, j'ai fait beaucoup de boxe française dans la vie. Je suis un combattant et un homme de duel. Donc, j'ai toujours fait face. Mais j'imagine d'autres collègues qui n'avaient pas, comment dirais-je, la tripe cyranesque qui est la mienne. Ils se sont écrasés. Et l'africanisme français, aujourd'hui, est aux mains du courant décolonial. Alors, et ceux qui ne sont pas décoloniaux sont lâches. Et ils se taisent. Alors prenons un exemple, la députée, parce qu'elle a été au centre de beaucoup de polémiques, la députée France Insoumise Danielle Obono, qui à chaque fois parle effectivement de décolonial, etc., de cette France. D'ailleurs, elle n'est pas la seule qui est raciste systémique, hein. On dit France raciste systémique. Ça veut dire génétique. Ça veut dire génétique. Ça veut dire pratiquement génétique. Et alors prenons cet exemple. Je lui consacre un chapitre. Oui, exactement. C'est pour ça que... Elle a beaucoup de mal, pour un historien et pour un ethnologue, à se présenter comme une victime. Parce qu'elle revendique son appartenance à 2 grands peuples africains, qui sont 2 grands peuples éminemment respectables, les Fang et les Pounou. Or, les Fang et les Pounou sont 2 peuples conquérants qui ont réduit en dimitude
les peuples conquis dans toute la région. L'esclavage, ça veut dire. Qui sont en esclavage, oui. et qui ont vendu effectivement un certain nombre de conquis aux esclavagistes européens. C'est une histoire qui est parfaitement connue. Je cite toutes les références concernant cela. Les Fang et les Punu, deux grands peuples qui ont pris dans leur tenaille prédatrice tous les peuples de la région de l'Ogooué. C'est situé où? Gabon, Congo-Brazzaville. Et quand vous voyez Madame Obono qui se présente comme une descendante de victimes, ça fait éclater de rire l'africaniste que je suis. Et les africanistes qui connaissent le pays, ce sont des peuples qui sont des peuples expansionnistes. Ce ne sont pas des peuples passifs, ce ne sont pas des peuples qui subissaient, ce sont des peuples qui étaient moteurs, conquérants et prédateurs. D'accord. Et effectivement, encore faut-il connaître l'histoire ethnique. C'est ça. Et effectivement, tout ça passe voilà. On fait du passé, faisons table rase. Bon, maintenant, quand même, reconnaissons Bernard Lugan que dans le colonialisme occidental, il y a eu quand même des choses qui n'étaient pas reluisantes, c'est le moins que l'on puisse dire. Moi, je n'ai jamais été un colonialiste, moi, je suis un lyotéen. Je suis un ethno-différentialiste et je considère, à la différence des républicains, de la gauche républicaine universaliste qui a lancé la colonisation au nom des valeurs supérieures de la démocratie, des droits de l'homme et de l'universalisme, moi je dis comme le maréchal Lyautey, ils ne sont pas inférieurs, ils sont autres. Au moment où Léon Blum disait, il est du devoir des races supérieures d'apporter la civilisation aux races inférieures. Jules Ferry aussi. Jules Ferry, ouais. Victor Hugo, etc. Moi je ne suis pas de ce courant-là, moi je suis du courant de la droite légitimiste et monarchiste qui a toujours reconnu l'ethno-différentialisme et toutes les civilisations qui ont leur grande vertu. Oui. Quand Lyautey disait mais ah bon, des races inférieures, les Ming, inférieures les civilisations monarchistes marocaines, inférieures les Saadiens. Inférieur par rapport à quoi? Oui. Alors là, c'est l'universalisme de gauche. Et nous payons cela. Et aujourd'hui, le drame, qui est un drame existentiel pour la gauche, et moi qui me ravit tout à fait, parce que je vois que l'universalisme de gauche, qui a provoqué tout ce courant révolutionnaire, qui a provoqué tout ce courant décolonial, est en train de disparaître. Et l'exemple que vous avez cité tout à l'heure avec la LICRA est tout à fait exact. Ils vont s'entre-dévorer. Ils vont s'entre-dévorer sur les ruines des droits de l'homme, sur les ruines du libéralisme, sur les ruines de ce qu'on appelle la République et sur les ruines de toutes ces philosophies universalistes que, par orgueil philosophique, nous avons tenté d'imposer au monde. Oui, vous voulez dire en fait, nous étions le camp du bien et nous allons vous apprendre c'est que le bien que vous vouliez. Alors, tes croyances ne valaient rien, tu vas croire les miennes maintenant. Mais ça, c'est l'arrogance totale. C'est l'arrogance comme les africanistes qui expliquent aux Africains, mais non, votre ethnie n'existe pas, c'est une création coloniale. Alors, mais j'étais quoi avant? Donc, je n'existais pas avant la colonisation? Magma indifférencié? Quel mépris! En fait, ce qui est étonnant dans cette histoire, c'est qu'on a grandi au nom d'idéologie. Cette idéologie a grandi, a poussé, a fleuri sur une ignorance totale de l'histoire. Absolument, parce que tout ceci s'est fondé sur l'universalisme. Nous sommes dans les années 1880, et dans les années 1880, il faut faire, en France, les Anglais, pas du tout, c'est un tout autre principe. Il faut faire triompher les principes de la Révolution française et de la République. Et il partait d'un bon sentiment. Bon sentiment. Donc, la France a reçu les tables de la loi démocratique par la Révolution française. Quel égoïsme que de ne pas le faire partager au monde. Donc nous allons vous apporter la vérité. C'est Victor Hugo. Nous sommes dans Victor Hugo. Et là, nous avons véritablement cette arrogance universaliste qui se retourne. Alors pourquoi la gauche française a perdu le combat doctrinal? Parce que les décoloniaux sont en train, retournent le complexe d'Oedipe contre eux. Et ils sont en train de détruire les bases mêmes de ce qui fut l'universalisme républicain depuis 1789. Ils sont en train de tuer le père progressiste. Voilà. Ce n'est pas le vieux réactionnaire que je suis qui va pleurer. On se retrouve juste après les infos. Et avec vous, chers amis, n'oubliez pas de nous appeler au 0826 300 300 et venez poser des questions à notre invité Bernard Lugan, qui peut vous répondre aussi sur ces questions des décoloniaux, d'islamo-gauchistes, de terroristes, de la repentance. Et puis vous pouvez aussi réagir à tous les autres sujets. Par exemple, cette ville de Limoges où le masque n'est pas obligatoire et où finalement tout se passe bien. Et puis la LICRA qui n'est pas assez antiraciste pour le syndicat de Sciences Po Lyon. Réagissez à tous ces sujets, à tout de suite. Et toujours pour répondre aux décoloniaux, aux islamo-gauchistes et aux terroristes de la repentance, Bernard Lugan est là.
Bernard Lugan, comment vous expliquez, vous, que, alors, parce que vous allez vraiment à rebrousse-poil, vous allez à contre-tendance, effectivement, de la doxa dominante et du discours dominant. Comment vous expliquez quand même que, avec effectivement tous ces bataillons d'enseignants, d'intellectuels, que ce soit en Amérique, en Europe et ailleurs, dans ce qu'on appelle l'Occident, bataille un peu pour leur liquidation en douce ou pas en douce. C'est-à-dire qu'il y a un côté de dire oui, mais écoutez, tout ce qu'on a enseigné, tout ça, c'est très mauvais, non, c'est pas bien, on a opprimé, etc. Et donc aujourd'hui, on se met, et c'est très bien, du côté des opprimés, mais de quels opprimés et à quoi ils arrivent. Et je cite, vous savez, la fameuse cancel culture, c'est-à-dire on déboulonne les statuts, on interdit un certain nombre de spectacles, on dit que, par exemple, quand le prince charmant embrasse Blanche-Neige, c'est du viol, évidemment, etc. Je mélange les choses, mais c'est vrai, enfin, la princesse, pardon, pas Blanche-Neige, mais la princesse, qu'il y a une espèce de salmigondis extraordinaire, mais tous basés sur la même chose. Il faut interdire tel livre, telle pièce, parce que c'est effectivement faire la part belle au racisme, etc. C'est sous toutes ses formes, et ça fait maintenant des décennies que ça dure, et que ça s'amplifie. Oui, il faut... Tout part de la lutte contre le patriarcat. La lutte contre le patriarcat, la lutte contre l'ordre et la mise en avant, j'allais dire, d'une vision féministe de l'histoire. Attention. Oh là là, vous allez vous faire lâcher, là. Moi, je n'ai rien contre les femmes. Comme disait Sacha Guitry, tout contre. Bon, non, mais vous avez là une idée qui est une idée sous-jacente, qui est le courant de ces minorités qui considèrent qu'il y a victimisation. Alors, victimisation des Noirs, victimisation des musulmans, victimisation des femmes, victimisation des minorités sexuelles, etc. Et tout ceci s'exprime à travers l'écriture masculine. C'est pour cela que l'on veut détruire l'écriture, car l'écriture est considérée comme masculine, car elle transfère, elle transporte, elle transmet des valeurs qui sont authentiquement patriarcales. C'est l'abomination. Le mâle blanc dominant de 50 ans, c'est l'abomination absolue, qui est la quintessence du péché de l'homme blanc. Alors tout ceci se retrouve dans cette culture et qui devait être détruit à la fois par l'écriture inclusive, par le mouvement décolonial, par la remise en cause de l'histoire, parce que, là encore, reprenons bien loin, reprenons Édouard Saïd. Reprenons Édouard Saïd et l'orientalisme. L'orientaliste libano-américain. Voilà, qui va nous dire qu'en fait, la vision du monde est une vision qui a été créée par l'homme blanc. Qui a été créée pourquoi ? Pour inférioriser tout ce qui n'est pas l'homme blanc et de façon à maintenir la suprématie de l'homme blanc. Donc, comment supprimer cela ? Eh bien, en supprimant les racines mêmes de la domination, c'est-à-dire les fondements de l'histoire des pays européens, les fondements de l'écriture. La libération passe par la réappropriation de l'histoire. Et la réécriture de l'histoire. Oui, alors... Réappropriation, oui, l'historien ne va pas vous dire le contraire, mais ce n'est plus de la réappropriation maintenant, c'est de l'enfermement ethno-historique. C'est-à-dire que chacun va définir sa propre histoire. Demain, l'on ne pourra parler du royaume Bambara que si l'on est d'origine Bambara. L'on ne pourra parler du royaume Songhai que si l'on est Songhai. On l'a vu avec cette jeune poétesse noire en Hollande. Il y avait une traductrice blanche qu'elle avait acceptée et... En Hollande, une journaliste hollandaise blanche d'ailleurs a dit non, c'est pas normal qu'une noire soit traduite par une blanche. C'est pas possible. C'est pas possible. Pourquoi ? Parce que le blanc est raciste par définition. Il est raciste par, j'allais dire, génétiquement. Alors, nous voyons ces gens qui ont lutté contre les gènes, qui s'accrochent à cela pour essayer de renverser, entre guillemets, le mâle dominant blanc et le patriarcat. Alors que c'est le nazisme qui parlait de génétisme, il faut pas le... Et puis alors, ça arrive au stade, regardez, c'est quand même le New York Times qui explique qu'il ne comprend pas comment on va célébrer le 200e anniversaire de la mort de Napoléon, qui est le symbole de la suprématie blanche, quand même joli, quoi. Alors que Napoléon a supprimé les condamnations de l'homosexualité,
Alors que Napoléon a eu des lois excessivement libérales, même concernant l'esclavage, car il faut encore en parler de cette histoire de l'esclavage. Parce qu'on a dit Napoléon, loi esclavagiste, mais il l'a supprimé pendant les 100 jours. Oui, tout à fait. Et puis l'esclavage, il ne l'a jamais rétabli en France. Il n'y avait jamais eu d'esclavage sur le territoire métropolitain. Alors, ceci est très important parce que vous parliez du New York Times, qui va écrire Black avec un B majuscule, et blanc, white, avec un W minuscule. Nous sommes véritablement dans une inversion mentale. Mais là, nous allons contre tout ce qui est naturel. Le retournement va se faire. Le retournement ne peut que se faire parce que, comme disait Auguste Comte, on ne commande à la nature qu'en lui obéissant. Et si l'on ne tient pas compte de ces lois naturelles, eh bien, le grand retour va se faire. Vous voyez, c'est le maoïsme. Toute ma jeunesse, j'ai vécu avec des gens qui, en face de moi, portaient le petit livre rouge Mao, qui aujourd'hui, d'ailleurs, sont tous à la gauche caviar et habitent boulevard Saint-Germain ou place des Vosges, n'est-ce pas? Donc, le retournement va se faire. Regardez le retournement. Regardez comment ce pauvre Julien Drey ne sait plus où il habite. Je regardais un débat l'autre soir à la télévision où il était avec je ne sais plus qui, et il ne sait plus où il habite. Il ne sait plus comment défendre ce courant. Il a véritablement, à l'heure actuelle, la révolution détruit ses enfants. Nous sommes véritablement... Dévore ses enfants. Nous sommes exactement là. Moi, je crois qu'il faut... Je regarde avec amusement, et chaque jour, je vois un pan de cet universalisme qui, depuis des décennies, a réduit la France à ce qu'elle est devenue, s'effondrer. Alors, la réaction va revenir, c'est bien évident. La balance de Démos à César, hein, comme disait Charles Maurras, la balance de Démos à César, ben, nous allons avoir véritablement un retour. Mais oui, mais vous dites ça, mais en même temps, quand même, la doxa, encore une fois, même s'il y a, est quand même de façon très forte, parce que comment faire que ces milliers d'intellectuels et autres, africains et autres, et où il y a des gens, d'ailleurs, vous savez que beaucoup d'Africains se révoltent contre ça, ne sont pas du tout d'accord. Ah, mais moi, je vois... reçu Stella Kamgan, nous avons reçu beaucoup de gens, Louis Kahn, etc., qui sont complètement contre cette idéologie dominante. Mes étudiants africains, je reçois tous les jours des mails qui me disent mais monsieur, vous êtes devenu fou en France. Vous êtes devenu fou. Parce qu'en fait, quand vous expliquez par exemple un Tutsi, je prends l'exemple d'un Tutsi, que le Tutsi n'existait pas avant la colonisation, et que les Tutsis étaient les riches et que les Hutus étaient les pauvres. Toute la civilisation rwandaise s'est faite sur la lance et la vache qui dominaient la houe et la glèbe. C'est l'histoire millénaire de la région des Grands Lacs. Donc vous leur retirez complètement cette histoire. Nous n'existions pas. Nous étions quoi alors avant la colonisation? Oui, cet universalisme qui est assassin. Et les responsables sont les africanistes français. Ce sont mes collègues de l'université qui ont, par souci, parce que ces gens étaient en fait des idéologues, qui étaient de la génération des guerres d'indépendance, et qui avaient fantasmé le tiers-monde. Et ils ont voulu poursuivre, après les indépendances, le combat de leur jeunesse, qui était le combat anti-impérialiste. Et vous mettez dans le même cadre le rapport Stora, commandé par Emmanuel Macron sur l'Algérie, la guerre d'Algérie, etc. Mais ce Stora est un trotskiste. Benjamin Stora était dans les mouvements d'ultra-gauche et gauchistes pendant ces périodes, la période des années 65-70. Stora n'écrit pas l'histoire de l'Algérie. Stora a écrit l'histoire de l'Algérie vue par le FLN. Stora connaît parfaitement le sujet, mais c'est un historien engagé. Je ne lui reproche pas d'être un historien engagé, nous le savons. Mais ne prenons pas Stora comme le parangon de vertu historique. Stora a fait l'histoire officielle du FLN. L'histoire officielle qui est racontée au journal Algérie, c'est une histoire qui est racontée par Benjamin Stora, entre autres. Oui, enfin, Benjamin Stora, d'ailleurs, pourra tout à fait répondre s'il veut, on l'y invite, mais c'est vrai qu'à chaque fois, c'est tout ce problème et cette stratégie des discours. Et vous avez en tout cas, et une chose que dit Bernard Lugan et qu'écrit Bernard Lugan, il faut retrouver les sources et s'occuper des sources et s'occuper de l'histoire. Parce que, comme disait Adorno, à ignorer l'histoire, on se condamne à la répéter. Et ce n'est pas non plus comme ça qu'on s'en sortira.
Clémence. Allez, c'est à vous, en tout cas, de réagir à tous ces propos. 0826 300 300. D'accord, pas d'accord. Ici, on parle vrai et on parle et on discute. Donc, vous venez poser des questions à Bernard Lugan et vous pouvez aussi, évidemment, réagir à tous les autres sujets. Cette ville de Limoges sans masque dans les rues, sauf dans les marchés. Et puis, par exemple, la LICRA qui n'est pas assez antiraciste pour certains syndicats, dont celui de Sciences Po Lyon. Vous réagissez à tous ces sujets au 0826 300 300. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Et non, les carottes ne sont pas cuites tant que vous serez là et que vous continuerez de nous appeler au 0826 300 300. Je vous propose un petit tour à Aix-en-Provence. On donne la parole à Christophe. Bonjour Christophe. Oui, bonjour Christophe. Bonjour Clémence, bonjour André, et bonjour à l'ours courageux, c'est-à-dire le Bernard. Mais vous êtes, avec tout le respect que je vous dois, monsieur le professeur, vous vous battez pour une guerre perdue d'avance, puisque l'hégémonie culturelle, hélas, depuis 60 ans, est plutôt de l'autre côté. Et je voulais dire aussi une autre chose. Si nous ne faisons pas la francophonie, ça sera un autre paradigme, c'est-à-dire la religion qui l'emportera. Et tous les maoïstes et autres utilisent, en croyant qu'ils vont être les plus malins, le spirituel pour arriver à leur œuvre de destruction. Mais ce seront eux qui seront détruits. Oui, et ça me rappelle effectivement le Toudé communiste iranien qui avait favorisé la venue de l'Ayatollah Khomeini, et on a vu ce qu'ils sont devenus, le parti communiste iranien Toudé. Juste Christophe, je voudrais Bernard Lugan, alors la guerre est perdue d'avance, comme dit Christophe? Non, la guerre est perdue d'avance si on ne la mène pas. Tout combat qui n'est pas mené est perdu d'avance, effectivement. Moi, je ne crois pas. Je crois que je suis même assez optimiste, parce que ce qui nous bloquait, ce qui bloquait à présent, c'était cette chape idéologique et cette doxa. Or, cette doxa qui n'a jamais pu être attaquée par le courant antisocialiste, disons le courant de droite, entre guillemets, est en train d'être détruit par les propres enfants de cette gauche qui sont les décoloniaux et les autres, qui sont en train de faire sauter toutes leurs valeurs et toutes leurs références. Ces références qui, pour moi, sont des références mortifères, c'est-à-dire ces références universalistes, de droits de l'homesque, ces références qui sont des références totalement européocentrées et que nous avons voulu plaquer sur le monde entier. Tout ça est en train de sauter. Alors, il va y avoir un vide. Il va y avoir un vide, une période d'anarchie intellectuelle, c'est clair, mais dans l'histoire, après les périodes d'anarchie, il y a toujours des périodes de reconstruction, et ceci est en train de s'amorcer tout doucement, et je crois que ça va prendre du temps, mais je crois que nous sortons d'une époque. Oui, nous sortons de l'époque des Lumières. Nous sortons de l'époque des Lumières, contrairement aux grandes références qui sont faites tous les jours par nos autorités, et nous entrons dans autre chose. Dans quoi? Je ne sais pas, mais nous sortons déjà de cela, ce qui est un très bon point pour moi. Oui, alors juste un mot, Bernard Lugan, je trouve que vous jetez un peu vite le bébé des Lumières avec l'eau du bain. Parce que quand même, vous dites ça, universaliste, pas bien, tout ça, est-ce que vous ne le renversez pas, est-ce que vous ne tombez pas dans un autre excès? Puisque au nom de quoi aujourd'hui des peuples entiers, et vous le savez très bien, ont aspiré à la liberté? Je ne parle même pas des printemps arabes. Mais regardez toutes ces femmes en Iran qui rejettent le voile. Elles rejettent le voile non pas au nom, parce que dire le respect des cultures, etc., est-ce que ce n'est pas quand même par hasard, on dit oui mais nous on est bien dans la démocratie, dans la liberté, etc., et puis vous avez d'autres traditions, et puis vous vous laissez quand même, voilà, et de ces autres traditions, pardon, c'est justement l'esclavage, l'asservissement des femmes, la ségrégation, etc. Est-ce qu'on n'est pas un tout petit peu là, ce que vous appelez de vos voeux, est-ce que ce ne serait pas un certain confort occidental qu'on a perdu, certes, mais est-ce qu'on n'a pas apporté des choses de ce point de vue-là aux gens qui disent, écoutez, on n'a pas du tout envie de vivre comme il y a 1000 ans ou comme 700 ans, etc. Alors, il y a plusieurs choses. Effectivement, nous avons apporté énormément de choses. Déjà, nous avons apporté la médecine. Quand vous pensez qu'un pays comme l'Algérie avait 1 million d'habitants et un peu moins quand nous sommes arrivés, et aujourd'hui l'Algérie a 47 millions d'habitants. L'Afrique avait moins de 100 millions d'habitants en 1900, bientôt va avoir 2 milliards. Donc nous avons apporté énormément de choses. Il ne faut surtout pas jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est évident. Mais en plus de cela, ou à côté de cela, nous avons apporté une
idéologie qui est une idéologie universaliste qui ne s'applique pas. Pourquoi ? Parce que nous sommes des individualistes. Nous ne l'avons pas toujours été. Nous sommes des individualistes à la suite des diverses révolutions. La révolution de la Réforme, le XVIIIe siècle, la Révolution française, etc. Donc nous sommes devenus des individualistes. Et nos sociétés sont basées sur l'individu. Or, en dehors de l'Europe, les sociétés sont communautaires. Et comme elles sont communautaires, nos règles de fonctionnement individualiste ne s'appliquent pas. Regardez en Afrique, chaque fois qu'il y a une élection, c'est un sondage ethnique grandeur nature. Chaque fois qu'il y a une élection, c'est l'anarchie. Le discours de la Baule de François Mitterrand a provoqué l'anarchie. Jusqu'au discours de la Baule, la coopération française essayait, par le colbertisme, de créer des États. Et du jour au lendemain, avec le discours de la Baule, Mitterrand a dit non, maintenant c'est le suffrage universel, c'est la démocratie, c'est le multipartisme. Multipartisme ethnique. Sondage ethnique, anarchie, etc. Donc, ce que je dis, il y a deux choses. Je ne condamne pas la colonisation dans le sens de ses réalisations. Je vous donne une image. Je ferai une différence entre la colonisation française et la colonisation anglaise. Comme je le dis souvent, les Anglais ont laissé des habitudes et nous avons laissé des certitudes. C'est très différent. Les Anglais n'ont pas cassé les corps sociaux de la chefferie parce qu'ils étaient ethno-différentialistes. Nous étions jacobins et universalistes. Donc nous avons voulu... Jamais les Anglais n'ont appris aux petits Haoussa que leur ancêtre, c'était Richard Cœur de Lion, comme nous l'avons fait nous. Il y a cette vision. Victor Hugo, Jules Ferry... l'esprit des Lumières, l'universalisme. La France ne peut pas rester, elle seule, avec la possession de ces tables de la loi démocratique qui lui sont tombées du ciel. La générosité de la France, c'est de les donner au monde et de se fondre dans cet universalisme. Victor Hugo le dit. La France sera grande le jour où elle sera fondue dans l'universalisme. Cela dit, c'était quand même aussi le message de De Gaulle, patriote français s'il le fut, quand il disait la France a un message à apporter au monde. Oui, mais sur des racines, sur un socle. Colomber les deux églises ne sera jamais colomber les deux mosquées. C'est De Gaulle qui le dit. Attention, un message certes, mais avec un socle défini, avec un patriotisme, un nationalisme enraciné. Christophe est toujours avec nous ? Oui, je voudrais dire quelque chose. Oui, allez-y. Où je ne suis pas d'accord avec vous, Monsieur Lugan. C'est pas la gauche, c'est le mouvement que nous avons à l'heure actuelle. Ce n'est pas un mouvement social, c'est Savonarole. C'est pas pareil. Et ça ressemble beaucoup au Khmer Rouge, Mao, etc. Et je trouve qu'on fait un abus du langage d'utiliser la gauche pour nommer ces gens-là. Oui. Je suis assez d'accord, ce n'est pas la gauche. Oui, allez-y. Alors, monsieur... Pardon. La gauche, c'est social. La gauche, ce n'est pas sociétal. La gauche, c'est pas des lois privées, c'est-à-dire des privilèges. Et ce qu'ils nous proposent tous les jours, ce sont des privilèges. La gauche, c'est les 35 heures, c'est 5 semaines de congé par oui, c'est le social. Oui, mais Christophe, vous avez raison. Attendez, Lucas. Non, je crois que vous n'êtes pas en désaccord profond. Je crois que vous parlez de deux choses différentes. Tout à fait. La gauche, le social, vous avez tout à fait raison. Et je pense que ça va au-delà de la gauche, cette histoire je crois que quand il utilise l'expression Khmer Rouge, elle n'est pas fausse, Christophe. Je parlais tout à l'heure du petit livre rouge et des Mao. Oui, monsieur, je suis d'accord avec vous. Seulement, ce que je montre dans mon livre, c'est que le résultat que nous observons aujourd'hui est la conséquence de l'évolution de trois gauches. La gauche universaliste qui a lancé le phénomène colonial. 2, la gauche tiers-mondiste qui, dans les années 50-60, ajoute le côté souffreteux et culpabilisateur. Et troisièmement, la gauche universitaire qui, depuis une trentaine ou une quarantaine d'années, a totalement dévoyé les sciences humaines, notamment pour ce qui est l'ethnologie, la sociologie, la psychologie et les sciences africaines. Voilà ce que je veux dire. Je veux dire que c'est le résultat d'une triple évolution de gauche. Je ne dis pas que le phénomène, bien entendu, est un phénomène de gauche. Non, je parle d'une genèse, un produit. J'ai l'approche de l'historien. Je pars de très loin, la longue durée, pour tenter d'expliquer les trois racines, le trépied du mouvement décolonial que nous observons aujourd'hui.
Clémence? Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Ce que je voudrais dire, c'est que ces gens-là qui sont à la tête du mouvement soi-disant progressiste sont des ennemis du peuple, et ceux qui sont actuellement ceintent de l'écharpe tricolore. Ça, c'est une honte. Eh bien, c'est ce que je voulais dire, mais je ne veux pas monopoliser l'antenne. Nous sommes d'accord, monsieur, nous sommes d'accord. Eh bien voilà, vous continuez d'accord ou pas d'accord d'ailleurs, hein, de nous appeler au 0826 300 300. Vous êtes très nombreux à avoir pris votre petit ticket pour poser une question à Bernard Legan. On va voir s'il reste encore quelques minutes avec nous. À tout. André Berkoff est dans tous ses états, et vous aussi qui êtes très nombreux à nous appeler et à tenter de poser une question à notre invité Bernard Legan. J'en profite pour rappeler les références de son livre, hein, d'abord son titre, Pour répondre aux décoloniaux, aux islamo-gauchistes et aux terroristes de la repentance. Et vous pouvez trouver ce livre sur le site bernard-lugan.com. Voilà, vous pouvez vous le procurer, comme ça vous aurez toutes les réponses à vos questions, mais évidemment on continue de donner la parole à nos auditeurs. Tout de suite on va à Perpignan, on donne la parole à Alain. Bonjour Alain. Oui, bonjour Alain. Bonjour André Berkoff. Alors écoutez, je vais vous dire une chose. Je suis en train de boire littéralement les paroles de votre invité. Vous voyez, c'est formidable. Alors je voudrais dire, j'ai 82 ans, hein, j'ai connu la colonisation, j'ai connu la décolonisation. J'ai vécu au Maroc 17 ans. Hein, on peut dire tout ce qu'on veut sur la colonisation au Maroc, qui était un protectorat à l'époque, Oui. mais il se passe une chose actuellement, il y a 2 lycées qui cartonnent au Maroc, c'est le lycée Lyoté de Casablanca et le lycée Descartes à Rabat. Oui. Alors, la suprématie blanche, je veux bien, mais là, ce n'est plus quelque chose d'obligatoire. Les gens se précipitent dans ces 2 lycées. Vous avez à Beyrouth l'hôpital, l'Hôtel-Dieu de France. Bien sûr. Et qui continue. Vous avez à Saïgon le lycée Jean-Jacques Rousseau et le lycée Marie Curie, et il y a encore la rue de Pasteur et la rue du docteur, je ne sais plus. Ouais. Alors, quand on dit, donc pour la colonisation, je suis désolé, mais c'est un scandale quand on entend les gens dire que la colonisation était un crime contre l'humanité. Voilà, je voulais dire ça. Ensuite, quand on fait le parallèle entre les Anglais et les Français au point de vue colonisation, j'ai vécu au Maroc et en Jordanie. Oui. Alors, la Jordanie, c'était la colonisation anglaise. Exact. Effectivement, les Anglais ont tout conservé, si vous voulez, mais c'est resté en retrait. Vous prenez par exemple Hong Kong, du temps du protectorat anglais de Hong Kong, vous n'aviez pas un seul Anglais dans la rue. Oui. D'accord. Ça marchait tout seul. Et je peux vous dire une chose, j'ai été invité, peut-être vous ne le connaissez pas, ce qu'on appelle le Hong Kong Club. Vous n'avez jamais entendu parler du Hong Kong Club? Non. C'était le club le plus huppé de Hong Kong à l'époque. D'accord. À l'entrée, il n'y avait personne. Il y avait une petite plaque où on marquait interdit aux enfants et aux animaux. D'accord. Mais c'est tout. Et alors, il n'y avait pas de gardien, il n'y avait rien. Et vous aviez l'impression que si la Chine entière descendait sur Hong Kong, jamais ce serait permis de rentrer au Hong Kong Club. Et vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'auraient pas été membres. Et ça, c'est la force des Anglais. Donc les Anglais sont différents des Français, mais des 2 côtés, il ne faut pas... C'est pour ça que je suis d'accord avec votre invité, il ne faut pas attaquer. Les plus terribles, ça a été les néo-colonisateurs. C'est-à-dire la gauche qui est arrivée en disant que les colonisateurs, c'était une abomination, la colonisation. Et ils ont tout détruit. Ils ont tout détruit. Or, actuellement, ce que les gens ne savent pas, c'est que malheureusement, à l'étranger, il y a encore des lycées français qui sont très appréciés de tout le monde et qui représentent un pays qui devient une véritable ruine. Alors ça, moi je ne suis pas optimiste comme votre ami, parce que j'ai l'impression que tout ce qu'il dit, je les approuve à 100%. Et alors, sur Julien Drey, une merveille. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que ce monsieur prêche dans un désert. Ouais. Et alors, vous aussi, monsieur Berkoff, vous êtes le dernier. Vous êtes le dernier. Le dernier des Mohicans, mais dis donc. Absolument, absolument. Et je suis désespéré parce que j'ai 83 ans.
et je n'ai pas le temps, moi, vous comprenez? Non, mais et vous je savez, m'aperçois... mais vous savez, il faut rester optimiste, je vous assure. On a été tous et dans des situations beaucoup plus désespérées que celles où on vit aujourd'hui, et pourtant on s'en est sorti. Hein. 40-44, c'est pas la même chose. 14-18, c'était pas du miel non plus. Donc voilà, hein. Chaque époque connaît ses difficultés. En tout cas, merci. Mais je vous assure, vous direz à votre intervenant que je bois ces paroles. D'accord. Et bien vous allez continuer à les boire. Vous allez continuer à les boire. Et Clémence. Alors oui, on va rester à Perpignan. Tiens, on donne la parole à... Ah non, donc on est à Paris. On donne la parole à Catherine. Bonjour Catherine. Bonjour Catherine. Ah, bonjour. Vous m'entendez là? Oui, on vous entend bien. Allez-y. Bon, très bien. Alors j'ai quelque chose à égrener à votre invité. Oui. Pour la raison suivante. Quand j'étais enfant, j'ai vécu à Madagascar. Mes parents étaient très, je dirais, clairement antiracistes. Et peut-être que c'est ça qui m'a influencé. Je veux rappeler à votre intervenant et à vous aussi, Monsieur Berkoff, que quand Albert Londres est revenu du Congo et qu'il a raconté ce qu'il y avait vu, on lui a dit que c'était pas vrai. Or aujourd'hui, le prix Albert Londres récompense quoi? Les meilleurs journalistes, c'est-à-dire les journalistes d'investigation. Bien sûr, et Albert Londres a été un très grand journaliste. Voilà. Donc ça, je le rappelle parce que je pense que c'est très important. L'apartheid en Afrique du Sud, c'est quoi, à votre avis? Pour moi, c'est le résultat d'une conquête et d'une colonisation sauvage. La ségrégation en Amérique du Nord, pendant combien de décennies, et qui existe encore finalement dans la tête, en particulier de la police. On voit maintenant que la décision de lutter contre la ségrégation en obligeant par exemple les universités, les écoles à recevoir autant de... Oui, la discrimination positive, ce qu'on a appelé la discrimination positive. Voilà, exactement, le mot qui manquait. Depuis sa disparition, d'une manière très insidieuse, on recrée une ségrégation en fait dans les écoles et les universités américaines. Il faut le savoir. C'est encore une chose que je voulais vous dire. Ce que je voulais aussi vous dire, c'est qu'on n'a encore pas pu oublier le Ku Klux Klan, parce que finalement... le Ku Klux Klan, madame, n'existe plus, excusez-moi. Là, il ne faut pas non plus aller vers... Il n'existe plus en tant qu'organisation, je dirais, déclarée. Mais là, le racisme en Amérique du Nord... Oui, mais madame, je voudrais vous dire quelque chose par rapport à ça. Moi, j'entends, et je crois que Bernard Leguin va répondre. Moi, je suis d'accord, mais vous savez, moi, je suis violemment anti-esclavagiste, antiraciste et tout ça. Et quand je dis violemment, je le pense. Simplement, je pense qu'il ne faut pas avoir les deux poids, deux mesures. Ce qui m'embête, et je ne parle pas de vous, madame, ceux qui ont des discours, effectivement, qui disent là, voilà la ségrégation, mais qui ne disent pas qu'aujourd'hui, en Libye, en Mauritanie, il y a l'esclavage. Qu'aujourd'hui, en Afrique, à l'heure où je vous parle, et pas seulement en Afrique, au Qatar, qui construit, à votre avis, les infrastructures des Jeux Olympiques du Qatar? Comment ils sont traités dans un certain nombre de pays? Ça, pas un mot chez les bonnes âmes. Pas de l'antiracisme à sens unique. Moi, je dis qu'il faut être dans les deux sens. Quand on est contre la discrimination, quand on est contre tout ça, il faut l'être des deux côtés. On est en 2021, je ne sache pas, et j'entends pas beaucoup, les bonnes âmes de l'antiracisme officiel s'offusquer de ce qui se passe dans certains pays d'Afrique noire et autres. Mais je voudrais que Bernard Lugan peut-être a quelque chose à ajouter. Oui, un point de vue de l'historien. Aujourd'hui, nous avons plusieurs milliers de soldats qui combattent dans l'opération Barkhane le long du Niger et dans la partie ouest de la bande sahélo-saharienne. Eh bien, ils combattent exactement aux mêmes endroits que leurs grands anciens, que nos grands anciens combattaient dans les années 1892-95 pour lutter contre les esclavagistes, qui étaient d'ailleurs les ancêtres de ceux qui aujourd'hui sont les djihadistes. Et nous avons donc une permanence qui est tout à fait importante dans cette histoire. Et quand vous prenez l'éclairage de l'historien, vous vous rendez bien compte que les phénomènes sont des phénomènes qui sont parfois contemporains, mais qui s'inscrivent dans une très longue durée. Vous parliez de l'apartheid tout à l'heure. L'apartheid, c'est un mot d'origine française. Apartité. Qui a inventé l'apartheid? Au départ, ce sont les protestants français qui, après la révocation de l'édit de Nantes, sont partis en Afrique du Sud. J'ai écrit plusieurs livres sur la question, donc je connais un peu le problème, et qui sont arrivés dans une colonie hollandaise.
et qui ont voulu rester entre eux, à part. Ils ont dit aux Hollandais, nous voulons vivre à part. Premier apartheid qui date donc des années 1740, 1750, 1760. Le second apartheid va être quand ces Hollandais et ces colons français vont fusionner et qu'ils ne vont pas vouloir être mêlés aux Anglais. C'est le deuxième apartheid. Et le troisième apartheid, c'est quand ils vont vouloir rester dans leur zone blanche au nom de la Bible. Car c'est un phénomène religieux au départ qui part du principe suivant. Nous sommes chez les calvinistes. Dieu a créé les Blancs et les Noirs. S'il avait voulu créer un peuple métis, il aurait été assez grand pour le créer lui-même. C'est donc un péché d'orgueil que de créer ce métissage. Donc, ils vont, au nom des principes calvinistes, développer cette notion d'apartheid, qui n'est pas le suprématisme américain. C'est la séparation. Tandis qu'aux États-Unis, c'était autre chose. Aux États-Unis, effectivement, c'était une exploitation. Le but de l'apartheid, c'était la séparation, qui n'est pas arrivée à son terme, bien entendu, parce qu'il y a tous les événements historiques. Il ne faut pas confondre le suprématisme et le ségrégationnisme qui se passait dans les États du Sud des États-Unis avec le courant hérité du calvinisme en Afrique du Sud. Catherine ? Je peux répondre à votre intervenant. Alors, j'ai pas fini en fait d'exprimer ce que je voudrais mettre en valeur. Quand M. Sarkozy a dit « c'en est assez de la repentance », j'étais stupéfaite parce qu'il ne s'agissait pas du tout de dire que c'en était assez de la repentance. Elle n'avait jamais commencé. On n'avait même pas donné les excuses colonisées qui existent encore finalement dans le département des Antilles françaises, puisque le drame de la chlordécone, qui a donné le cancer à beaucoup de jeunes gens, cancer des testicules, n'est pas considéré comme un problème par l'État français, et qu'aujourd'hui, ce qui se passe aux Antilles, le déboulonnage des statuts, et je dirais la conséquence de ce mépris, de ce silence et de cette hypocrisie de l'État. Vraiment, la repentance, elle n'a jamais commencé. C'est vraiment, je dirais, mentir que ce serait quoi pour vous la repentance? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour vous, Catherine? Puisque vous dites que ça n'a jamais commencé. Tout simplement, raconter l'histoire avec un grand H à l'école, au collège, au lycée, avec objectivité, ce que l'on ne fait pas. Je regrette que Vergès soit mort pour raconter aussi d'accord. Il était devenu le défenseur. Non, mais on ne va pas reprendre toute l'histoire. Oui. Voilà, non, mais disons, il y a une grande hypocrisie. Et votre intervenant évoque Dieu pour dire que s'il avait voulu fabriquer les métis, il l'aurait fait. Excusez-moi, mais ça me fait doucement sourire. Parce que Dieu n'a rien à voir dans le fait que des gens ont la peau noire. Ça serait bien. Mais c'est pas ce qu'il dit, madame, c'est dans mes Catherine, c'est pas ce qu'il dit. Il vous retrace que ce que disaient les calvinistes en invoquant la Bible. Avez-vous entendu parler de la prédestination chez les calvinistes ? Non, je n'ai pas fait. Ah bon, mais écoutez, madame, alors allez aux sources. Je pense que le patriarcat, c'est vraiment un problème dans votre tête, monsieur. Non, mais je crois que vous êtes dans une approche larmoyante et autoflagellatrice. Je ne suis pas du tout larmoyante, monsieur. Je suis en colère. Mais de toute façon, madame. Les gens de votre espèce. Mais écoutez, voilà. Écoutez, c'est votre droit. C'est parfait. Mieux que les autres, sans l'avoir vécu dans leur chair, ce que c'est d'être noir ou d'être arabe. Parce que c'est vraiment un problème. Et vous avez vécu ça dans votre chair, madame. Écoutez, on ne va pas passer. J'aimerais que ce reste poli. Vous ne vous débattez pas à la place et on ne va pas se renvoyer les témoignages. Vous n'êtes pas d'accord, c'est tout à fait votre droit et chacun doit garder son droit d'être d'accord ou pas. Je pense qu'en tout cas, il faut s'expliquer et je pense qu'il faut lire l'histoire, il faut aller plus loin et je crois en tout cas que honnêtement, que le masochisme de la repentance, que ce soit à l'égard de qui que ce soit, n'est pas la position qui va faire avancer les choses, ni pour les populations opprimées, ni pour les autres. Et ne pas oublier, madame, que, encore une fois, tant que vous ne parlez pas de l'esclavage qui se passe aujourd'hui dans ces populations, eh bien, je dirais que vous aussi, vous êtes vraiment légèrement, légèrement partial. Et quand je dis légèrement, c'est une litote. En tout cas, d'accord ou pas d'accord, vous avez tous la parole sur Sud Radio. Donc, vous continuez de nous appeler au 0826 300 300.
Et la discussion continue entre les décoloniaux et les coloniaux, les islamo-gauchistes et Bernard Lugan et André Berkoff. Et vous prenez tous la parole et vous nous appelez au 0826 300 300. On va à Perpignan, on donne la parole à Yvette. Bonjour Yvette. Oui, bonjour à Yvette. tous. Bonjour. Bonjour à tous. Donc là, j'écoute bien votre émission. C'est vrai que c'est agaçant, toutes ces pensées négatives. C'est agaçant de toujours ressasser le passé, alors que le passé, on n'y peut rien. C'est vrai que vous avez raison, Monsieur Berkoff. Il faut mieux œuvrer pour ce qui arrive en ce moment. Bien Et sûr. là, on n'a pas que des trucs négatifs, quand même, là, des pensées négatives. Regardez ce que fait Madame Francine Leca, chirurgienne du cœur, pour tous les Africains. Ouais. Regardez ce qu'elle fait. Elle va en chercher à les opérer, à trouver des familles d'accueil. Ils œuvrent pour toujours aider ces peuples-là. Pourquoi est-ce que dans la vie, on parle toujours de ce qu'on a fait comme chose négative et pas de choses positives? C'est ça qui m'interpelle, moi. Oui, vous avez tout à fait raison. On ne parle pas assez des choses que font des gens admirables, des hommes et des femmes admirables. La lèpre, Et le combat contre la lèpre. La lèpre, oui, absolument. Voilà, oui, oui. Oui, non, mais tout ce qu'on a fait. Mais vous savez, il y a des gens qui ont besoin de ça pour continuer à se flageller ou s'auto-flageller sur le dos des autres. Voilà, c'est comme ça. Ça fait partie. Merci Clémence. Merci beaucoup Yvette. On va donner la parole à Fela qui nous appelle du Val-de-Marne. Bonjour Fela. Oui, bonjour Fela. Allô, bonjour. Merci de me donner la parole. Et merci à vous, Monsieur Berkoff. Vos émissions sont vraiment formidables et Merci. Et merci. Merci à vous. Alors, ouais. Tout d'abord, je suis franco-algérienne. Oui. D'accord. J'ai étudié au lycée Descartes d'Alger. Donc, en fait, ce que j'ai voulu appeler après un monsieur qui disait que les colonisations, c'était bon. Il s'indignait contre l'expression de monsieur Macron qui avait dit crime contre l'humanité. Oui. D'accord. D'accord. Mais pensez-vous, monsieur, que si la colonisation avait ses bienfaits, quel est le pays qui demanderait, enfin, quel est le peuple ou les indigènes demanderaient leur indépendance s'il n'y avait pas une oppression? Alors, oui, c'est une vraie question. Moi, je vais répondre personnellement, mais ensuite, je donnerai évidemment la parole à Bernard Lugan. Je disais que ce n'est pas parce que la colonisation a des bienfaits que les peuples n'ont pas envie d'être indépendants avec leurs identités. Moi, je suis complètement pour l'indépendance des peuples et les ordres d'identité. Ce n'est pas parce que quelqu'un vous a colonisé pendant X temps qu'on doit dire « Ah, c'est formidable, tout va bien, on va rester comme ça et on va rester... absolument, tous les peuples ont leurs identités et c'est fondamental, comme le peuple français. C'est-à-dire, en fait, dans la colonisation, moi, ce que je dis, c'est pas tout blanc ou tout noir. Moi, ce qui m'embête, vous voyez, c'est que des gens disent d'un côté crime contre l'humanité, et comme les autres qui disent ah, colonisation, ça a été extraordinaire, ça a été que du bien, que ça a été formidable. Bien sûr, ce n'est évidemment pas vrai, pas le cas. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'on n'ait pas le sens des nuances. Oui, fais-la, allez-y. Bien sûr que ce n'est pas vrai, monsieur Berkoff. Bien sûr qu'il y a eu des routes, des hôpitaux, des écoles qui ont été faites. Mais combien d'indigènes y allaient? Combien d'indigènes ont droit, je dis exprès indigènes, hein, oui, mais enfin, d'habitants, voilà. Oui, là, je comprends ce que vous voulez dire, bien sûr. Combien allaient à l'école? Mais combien avaient le droit à l'instruction? Mais c'est ça la réalité, monsieur. Oui, je n'ai pas vécu à l'époque française, je n'ai pas vécu à l'époque de la guerre, et je ne cherche pas. Les deux côtés ont souffert, les deux côtés, il y a eu des crimes, d'accord? Mais ce que je veux aujourd'hui, en tant que franco-algérienne, c'est qu'on arrive à tourner cette page et qu'on écrive l'histoire sans on est tout à fait d'accord, Fela. Tout à fait d'accord. Absolument. Mais dire que s'il y a eu un bienfait, c'est faux. Le peuple algérien en a souffert. Parce que s'il n'avait pas souffert, il n'aurait jamais demandé son indépendance. Et le monsieur qui intervenait parlait du Maroc. Mais le Maroc n'a jamais été une colonisation pure et dure. On est d'accord. Ni le Maroc, ni la Tunisie.
Oui, alors on est d'accord. Alors Bernard Lugan peut-être peut répondre par rapport à effectivement l'Algérie et de ce qu'il fait là. Madame, vous parlez du peuple algérien qui demandait l'indépendance. Bon, c'est possible. Si je prends 2 chiffres, qui sont des chiffres quand même assez incontestables, il y avait en 1961 dans l'armée française à peu près 350 000 Algériens volontaires, entre les tirailleurs, les Mokhajni, les Harkis, les membres des SAS, à peu près. Il y avait combattant dans le FLN, dans l'armée des frontières, 12 000 hommes en Tunisie et 8 000 hommes au Maroc. Ça fait 20 000. D'un côté, vous en avez 450 000, de l'autre côté, vous en avez 20 000. Et au moment où les accords d'Évian sont signés, il reste comme combattants dans les Djebel environ 8 à 10 000 combattants. Alors il y en a eu plusieurs dizaines de milliers qui sont morts. Donc ne me dites pas le peuple algérien, disons qu'une partie des Algériens s'est soulevée contre la France. Mais je ne défends pas du tout la colonisation en Algérie, dans la mesure où je considère, moi, que l'Algérie française est morte avec la révolution de 1870 et lorsque les autorités de la République ont remplacé l'administration militaire par l'administration civile et jacobine. L'administration militaire, ce que Lyautey va faire au Maroc, ce qui va faire qu'au Maroc, comme dit Lyautey lorsqu'il arrive au Maroc, je ne veux surtout pas algérianiser le Maroc. Ça veut dire, je ne veux pas administrer le Maroc comme l'Algérie après 1870. C'est-à-dire, le sous-préfet de Roubaix va être nommé sous-préfet de Tiaret ou sous-préfet de Constantine. Une réalité totalement différente. Alors, il y a un grand changement en Algérie qui se passe après, d'où la révolte de Mokrani. Cet homme que je respecte beaucoup, Mokrani, qui est un grand aristocrate, qui est un grand féodal, et qui se soulève contre, justement, ce principe d'universalisme républicain qui veut être appliqué à l'Algérie. Donc, il faut faire la part des choses. Et quand vous parliez également des chiffres des scolarités, mais madame, savez-vous que, comment dirais-je, un enseignant français sur 6, en 1960, enseignait en Algérie ? La scolarité qui est partie de 0, parce que vous nous dites que tout le monde n'allait pas à l'école, d'accord, mais avant 1830, qui allait à l'école? Personne n'y avait pas d'école. Vous nous disiez que qui allait dans les hôpitaux, mais quand les Français sont partis en 1962, ils ont laissé plus de 30 hôpitaux, dont 4 hôpitaux universitaires. Quand ils sont arrivés en 1830, il n'y avait même pas un dispensaire. Alors, mettons les choses en perspective, essayons de voir les choses honnêtement. Alors, je suis entièrement d'accord avec vous quand vous dites il faut en sortir avec ces vieilles querelles, il faut regarder à plat. Attendez, mais pour cela, il ne faut pas prendre l'histoire officielle du FLN, ce parti kleptocratique qui a fait main basse sur l'Algérie, le pays qui est gouverné par l'alliance des coffres-forts et des mitraillettes. C'est cela l'Algérie, hein, l'alliance des coffres-forts et des mitraillettes. Ce parti unique qui a fait main basse sur l'Algérie et qui a ruiné le peuple. Les dizaines, les centaines de milliards de l'argent du pétrole qui sont passés dans les comptes en Suisse, ailleurs. Bon, il faut bien voir cela. Et ces gens-là ont comme légitimité la fausse histoire qui est d'ailleurs répercutée par des gens comme M. Stora, et cette fausse histoire de l'Algérie est une histoire à sens unique. Il faut que toutes les sensibilités puissent véritablement se mettre sur la table, et ce qu'il y a de très grave dans ce qui se passe en ce moment, c'est que aussi bien du côté algérien que du côté français, il y a 10 ans, les historiens avaient fait de grands progrès. Les grandes questions étaient quasiment éteintes. Et depuis 10 ans, la victimisation et cette recherche de la victimisation fait qu'on est revenu sur cette réalité. Et c'est un recul par rapport aux connaissances historiques. On va reparler, Fela, on va reparler dans une prochaine émission. C'est passionnant et c'est vraiment toute l'histoire du conflit mémoriel. Et comme vous dites, il faut dépasser cela. Et dépassionner. On a autre chose et dépassionner. On a tous autre chose à vivre que cela. Et je vous renvoie à plusieurs sites, celui de Bernard Lugan, bernard-lugan.com et celui de Sud Radio pour écouter cette émission en podcast et sur sudradio.fr. Évidemment, Sud Radio continue et avec Brigitte Lahaye qui pose la question de la vie à deux avec Anne-Laure Buffet. Tout de suite.